Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de l'Unipop Histoire à distance en attendant des jours meilleurs. Alors, je voudrais commencer par saluer le travail de Nicolas et de Bruno qui sont en coulisses et travaillent sans relâche pour rendre possible nos rendez-vous du lundi soir, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas une mince affaire. Ce soir, le challenge va être encore plus élevé que d'habitude, puisque nous vous proposons un entretien avec deux auteurs historiens qui, de leur beau village de Cresse en Dordogne, ont accepté de répondre à nos questions. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir Sophie et Laurent Wirth, qui vont nous parler de l'ouvrage qu'ils ont publié récemment chez l'Harmattan sous le titre « La République en héritage ou le fil de Marianne ». Voici donc l'ouvrage en question dont nous allons parler. Si je peux me permettre juste une petite chose, je ne suis pas historienne. Oui, oui, bien sûr. Et historienne de l'art. Très bien. Donc, vous venez de voir à l'écran donc, Sophie et Laurent Wirth. Les anciens unipopiens se souviennent certainement de Laurent Wirth qui était venu il y a 2 ans, il doit s'en souvenir, presque jour pour jour, en décembre 2019, pour nous présenter une très intéressante conférence autour d'un précédent livre, À l'armes égales, 1914-1945, de l'Alsace à l'Auvergne, une histoire de famille. Je rappelle que Laurent Wirth est agrégé et docteur en histoire et qu'il a occupé le poste de doyen de l'inspection générale pour le groupe Histoire-Géographie entre 2008 et 2012. C'est dire si son expertise est précieuse en matière de pédagogie de l'histoire, de la réflexion et de la conception des programmes à leur enseignement. La passion de l'histoire de Sophie Wirth est tout aussi vive, mais moins académique, car Sophie a d'abord exercé la médecine en Limousin, à Toulouse ensuite, puis à l'Institut Pasteur à Paris, avant de se consacrer à des études d'histoire de l'art qui l'ont amenée à s'intéresser à l'architecture de Paris. Alors, je voudrais rappeler qu'en complément de notre entretien, vous le savez certainement, 2 films étaient proposés. D'abord, un documentaire sur la commune de Cécile Clerval-Millot, conçu pour la télévision en 1971 à l'occasion du centenaire de la commune. Il avait l'intérêt de présenter beaucoup d'archives, dont des chansons d'époque. Et c'est un intérêt auquel répond justement le livre dont nous allons parler, puisqu'il va être question de personnages ayant vécu cet épisode de la commune. Quant à l'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, il n'est pas inutile de le présenter. On sait que c'est un film magistral sur la résistance qui pose, entre autres sujets, la question de la trahison et de son châtiment dans une scène terrible. Et si j'en parle, c'est qu'un personnage, alors j'ai appris même 2 personnages de votre famille, votre mère Sophie et puis votre arrière-arrière-grand-père ont été victimes de trahison également, l'un et l'autre. Et donc, c'est un écho également de cette terrible situation. Ma première question va d'abord porter sur la définition de votre ouvrage, parce que j'ai été très sensible au très beau titre, que je rappelle, La République en héritage ou le fil de Marianne. Mais sur la 4e de couverture, je lis aussi qu'il s'agit d'un récit de filiation et de mémoire familiale. Mais donc, à l'évidence, votre livre est plus qu'une généalogie familiale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Oui, bien sûr. Bonjour à vous et bonjour à tous. Et merci de nous avoir réunis pour une rencontre autour de notre livre, donc La République en héritage ou le fil de Marianne. Pour répondre à votre première question, ce titre s'est imposé à nous comme une évidence au fur et à mesure que l'on avançait dans l'écriture. C'est effectivement l'histoire de ma famille maternelle, très engagée politiquement au sein de cette 3e République. Mais vous avez raison, c'est plus qu'une histoire de généalogie familiale, c'est l'histoire d'une transmission de l'idée républicaine. La République étant
presque à elle toute seule, un personnage dans ce récit. Donc, l'idée républicaine, la transmission, dont la métaphore, le fil de Marianne est là, et l'héritage républicain. Deux personnages de ma famille, François-Julien Châté, donc mon ancêtre, et Madeleine, son arrière-petite-fille, ma mère, ont tenu entre leurs mains ce fil de Marianne. François, je vais vous dire deux mots. Après, on reviendra certainement par la suite sur l'histoire de François-Julien Châté et l'histoire tragique de ma mère. Donc, François-Julien Châté était peintre sur porcelaine, mon arrière-arrière-grand-père, engagé dans la Commune de Paris comme officier de la garde nationale sédentaire dans un arrondissement très populaire qui est le 11e arrondissement de Paris. Il fut arrêté le 27 mai à son domicile parisien au dernier jour de la semaine sanglante. Emprisonné. Alors ça, Laurent vous montre une photo de lui, mais jeune en fait, 40 ans à peu près. Et quand il a été arrêté, il avait une cinquantaine bien tassée. Et donc, mais malheureusement, nous n'avons pas d'autres photos à notre disposition. Il fut emprisonné au camp militaire de Satory, près de Versailles. Il fut jugé par le 8e conseil de guerre de Saint-Germain-en-Laye à 5 ans d'internement à la prison centrale de Clairvaux. Son profil correspondait à ce que l'historien Ian Chadwick a défini comme un modèle de républicain vertueux, comme de bon père de famille et comme un artisan d'art, et comme tous les artisans d'art de ce quartier, de ces quartiers du 11e arrondissement, il bénéficiait d'un prestige social assez conséquent. C'est à peu près tout ce que nous savions de François-Julien Châté. Et donc, on a une œuvre de lui. Mais dont je reparlerai. Hein. C'est un tableau qu'il a fait, dont on reparlera. Car en fait, nous avons tout appris de lui en faisant des recherches sur environ 4 ans à Paris. Voilà, on avait juste une légende familiale qui s'est par la suite avérée fausse. Alors, donc François-Julien Châté a tenu le fil de Marianne au départ de la création de cette Troisième République, qui a été créée, donc, je vous le rappelle, le 4 septembre 1870. Et à l'autre bout de la chaîne, je me tourne vers mon historienne Marie, mais bon, j'étais quand même bien sûre de la date. Et à l'autre bout de ce fil de Marianne, donc, est une jeune résistante qui est rentrée en résistance à l'âge de 19 ans. C'est son arrière-petite-fille, ma mère, et qui fut déportée enceinte à l'âge de 20 ans, enceinte de 1 mois, au camp de concentration de Ravensbrück, camp dans lequel elle accoucha dans des circonstances vraiment catastrophiques d'une petite fille, Sylvie Jeanne, du même prénom que son père, Jean, car Jean, qui était le premier mari de ma mère, faisait partie du même réseau de résistance que ma mère et fut déporté. Donc, le 15 août, il a été déporté par le dernier convoi du 15 août à Dora, et où il ne revient pas, où il ne survient. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Laurent, je vais juste vous lire quelques lignes d'un très beau livre de Sarah Helm, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit un livre sur les femmes à Ravensbrück, sur la déportation, sur le camp de concentration. Et ce livre s'appelle « Si c'est une femme ». Il a été publié chez Kalman Levy en 2016. Quelques lignes. Ravensbrück était le seul camp nazi construit pour des femmes. Son nom provenait d'un village jouxtant la ville de Fürstenberg, à environ 80 km au nord de Berlin, vers la côte allemande de la Baltique. Les femmes qui arrivaient parfois de nuit croyaient être près de la côte car le vent avait un goût de sel et elles sentaient le sable sous leurs pieds. Mais quand venait le jour, elles voyaient que le camp avait été construit au bord d'un lac entouré de forêts. Pendant les 6 années d'existence du camp, 130 000 femmes franchirent ses portes pour y être battues, mourir de faim et d'épuisement au travail, être empoisonnées, exécutées, gazées. Leurs corps brûlés, leurs cendres jetées au lac. Voilà, donc c'est juste pour vous
mettre un petit peu dans l'ambiance de ce terrible conte de Ravensbrück, dans lequel une jeune femme de 20 ans, enceinte, a réussi à accoucher dans des circonstances très difficiles. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Laurent. Moi, je serai très, très rapide sur cette question, simplement pour un rappel concernant le qualificatif même de Marianne, hein, qui est dans le titre. En fait, bon, aujourd'hui, c'est devenu un terme courant pour qualifier la République. La première apparition de ce terme, c'est chez un cordonnier qui faisait des chansons et qui habitait dans une petite commune du Tarn qui s'appelle Puylaurens. Il a fait une chanson qui s'appelait La guérison de Marianne, la guérison des Mariannes en occitan. Et à partir de là, le terme de Marianne a commencé à circuler, d'abord d'ailleurs chez les ennemis de la République, qui parlaient de la grosse Marianne comme d'une prostituée, d'une garce, d'une gueuse, le terme que reprendra l'Action française. Et puis souvent, des termes de dérision comme ça sont repris et a été repris par les républicains eux-mêmes qui ont fondé des sociétés secrètes qui s'appelaient les Mariannes dès la fin de la Seconde République. Et ce terme de Marianne va vraiment s'imposer au moment d'une révolte dans les ardoisières de Trélassé, une révolte républicaine, une émeute républicaine des ouvriers des ardoisières de Trélassé en 1854. Donc ça, c'était juste pour préciser concernant Marianne. Et ensuite, concernant notre démarche, c'est une démarche qui relève en fait de la micro-histoire, c'est-à-dire que à travers des destins individuels, ou ici le destin d'une famille, ou d'une petite communauté, on essaie de retrouver la grande histoire. Et vraiment, c'est ce qui a guidé notre démarche et ce qui a guidé notre recherche. Donc, partant de l'histoire de la famille maternelle de Sophie et des quelques traces que nous avions, on a fait des recherches qui nous ont permis d'inscrire l'histoire de cette famille dans la grande histoire. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire concernant cette première question. J'espère qu'on a bien répondu à la temps. C'est parfait. Et alors, on se rend compte que, évidemment, une telle enquête sur à la fois la mémoire républicaine et le passé familial, eh bien, elle ne peut pas se faire sans de très fortes motivations. Et j'aimerais savoir quelles ont été les vôtres. Est-ce qu'il y a eu je ne sais pas, une scène primitive, un événement primitif, déclencheur de votre démarche? J'aimerais en savoir plus sur ce. Oui, alors je vais vous dire d'abord les différents éléments déclencheurs qui m'ont poussé avec passion à écrire ce livre. Alors, il y a plusieurs origines en fait pour moi. La première personne qui m'a parlé de François Chaté, c'était ma grand-mère. Donc François Chaté était le grand-père de ma grand-mère, un grand-père qu'elle n'a pas connu du tout, uniquement à travers des quelques porcelaines, puisqu'il était peintre sur porcelaine, qu'elle gardait chez elle précieusement. C'est tout ce qu'elle en savait. Et cette grand-mère m'avait raconté son destin tragique, surtout pour un peintre sur porcelaine, puisque bon, ce métier est si délicat. Et elle m'avait dit qu'emprisonné dans le terrible camp militaire de Satory, il était mort aveugle. Voilà, donc ça c'était ce que la famille en avait retenu. Et j'avais fait le serment petite, je me souviens, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans, et je m'étais dit, mais c'est terrible, cet homme oublié, tellement bien que nous, on l'appelait l'oublié entre nous. Cet homme oublié, finalement, il est mort aveugle, alors qu'il était peint sur porcelaine, et donc je m'étais fait le serment de retrouver sa trace. Et ça, je me souviens très très bien. Et puis les années ont passé, et en nous promenant une après-midi sur les quais de Seine, on habitait Paris à l'époque, nous sommes tombés sur le métron. Donc je pense que tout le monde sait ce qu'est le métron ici. Donc c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Et en feuilletant donc les pages de ce dictionnaire, nous avons retrouvé le nom de François-Julien Chaté. Voilà, donc, alors qu'on ne savait strictement rien du tout. Et c'est là que nous avons appris avec Laurent, que cette légende était en fait fausse, puisque François-Julien Chaté, comme je vous l'ai dit, a été condamné par le 8e conseil de guerre de Saint-Germain-en-Laye à 5 ans d'emprisonnement
à la prison de Clairvaux. Et c'est là où, j'allais dire, la quête ou l'enquête a commencé. Il y a eu un autre élément déclencheur encore plus émouvant, enfin de l'ordre de l'émotion. Nous avons assisté quelques mois après le décès de ma mère aux Invalides, où elle a eu un enterrement à la mesure de son engagement dans la résistance. Nous avons eu un concert, donc le 14 décembre 2012, à Saint-Louis-des-Invalides, pour la commémoration du 50e anniversaire du traité de l'Élysée de l'amitié franco-allemande. Donc ce concert était en fait le requiem de Brahms. Par la suite, j'ai su que ce requiem fut créé à Leipzig l'année qui a précédé le déclenchement de la guerre franco-prussienne. Inspiré par la mort de sa mère, ce requiem est un manifeste humaniste, une ode consolatrice. Et 6 mois auparavant, dans cette même église, ma mère fut portée par des soldats avec le cercueil drapé de bleu, blanc, rouge, au son de ce même requiem. Voilà. Et donc, avec Laurent, à la sortie de ce concert, nous avons décidé d'écrire un livre. Voilà, et en fait, moi je vais juste compléter ce qu'a dit Sophie. Au départ, notre idée, c'était d'écrire un seul livre qui croiserait nos deux expériences familiales. Et donc, bon, l'expérience que j'avais racontée lorsque j'ai présenté à l'armes égales, hein, avec mes deux grands-pères qui se sont retrouvés dans les armées ennemies face à face, l'un dans l'armée en 14, hein, l'un dans l'armée allemande et l'autre dans l'armée française, alors que leurs fils, donc de ces deux grands-pères, eux, vont se retrouver côte à côte à se battre contre les nazis dans l'armée de l'Âtre. Et on voulait, puisqu'on avait tous les deux un rapport fort avec cette histoire terrible franco-allemande qui, de 70 à 45, a creusé un fossé entre l'Allemagne et la France, on voulait écrire ça. Et puis finalement, il nous a semblé donc il y aurait eu trop de personnages d'une certaine façon, et on a commencé nos recherches ensemble. Hein. C'est-à-dire que Sophie a commencé les recherches sur sa famille dès 2012, et moi les recherches sur ma propre famille. Mais finalement, j'ai d'abord écrit ce livre qui s'appelle À l'armes égales et que j'ai présenté à l'Unipop. Et il y a un autre événement déclencheur qui a fait qu'on s'est dit, mais on ne peut pas laisser toutes les recherches qu'avait faites Sophie sans l'écrire. Et cet autre événement déclencheur, c'est pourquoi sur la couverture de ce livre, il y a cette photo. Cet autre événement déclencheur, c'est le buste fracassé donc, de la Marseillaise à la suite donc, et en marge d'une manifestation. Ce buste fracassé de la Marseillaise, cette République blessée, à côté de laquelle il y a d'ailleurs un cœur. Hein. Donc il y a toute une ambiguïté donc, dans cette image. Je ne sais pas si on voit bien le cœur. Et nous avons, à la suite donc, de la vision de cette image, nous nous sommes dit, ben voilà, l'histoire de la famille de Sophie, cette transmission de l'idée républicaine, il faut qu'on l'écrive parce que c'est une histoire, l'histoire de l'idée républicaine qui mérite d'être connue. Et donc, on s'est dit, on a là l'exemple de cette famille dont Sophie vous a déjà parlé, et on s'est dit, on va l'écrire. Et donc, on a repris toutes les recherches que Sophie avait faites, et à quatre mains, on en reparlera, je crois, à quatre mains, on a écrit ce livre. Voilà. Mais vraiment, il y a eu toute une série d'événements déclencheurs, il n'y en a pas eu un seul. On le comprend bien, la transmission est à la fois au cœur de vos familles et donc de votre ouvrage, ce qui va de soi. Mais enfin, ça n'allait pas de soi parce que en réalité, il y a souvent des obstacles qui entravent la transmission, justement. Il y a des silences, il y a les fameux secrets de famille. Mais enfin, là, en l'occurrence, ce n'est pas des secrets, c'est une sorte de déformation hein, qui s'accumule avec le temps.
Et puis, il y a au contraire des éléments qui ont favorisé cette transmission assez remarquable. Et moi, j'ai été frappé par le fait que cette transmission, dans votre famille, surtout Sophie, eh bien, Oui, elle a été accomplie essentiellement par des femmes. Et vous, oui, vous maintenez la tradition d'une oui, certaine façon. oui, oui, c'est sûr. Oui, parce que les hommes étaient absents, ont été absents en fait, hein. Donc François-Julien Châté, qui était père de famille, qui a eu 3 filles, Charlotte, 17 ans, Juliette, 14 ans, et la petite Léontine, 4 ans, qui a assisté à l'arrestation de son père. Et Léontine, c'était la mère de ma grand-mère en fait, hein. Donc François Châté a disparu, on peut dire, puisque il a été emprisonné à Clairvaux. Il y a eu cette légende familiale qui a faussé complètement, en fait, hein, qui aurait pu fausser une transmission dans la vérité. Et il est mort un an après son retour. Il a été malade à Clairvaux, il avait fait un AVC et il est mort un an à l'Hôtel Dieu, un an après son retour à l'Hôtel Dieu. Donc François a disparu. Sa veuve, Léontine, sa veuve, c'est Alexandrine. Alexandrine, voilà, toute seule. Et sa fille, Léontine, son mari, l'a abandonnée. Il y a eu beaucoup d'abandons, de séparations, de morts. Voilà. Et Suzanne, son mari, est parti aussi. Voilà, pareil, Suzanne, ma grand-mère, donc le père de ma mère, est parti aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de terrible parce qu'on parlait de trahison tout à l'heure. Et ma mère, quand elle a été très meurtrie par la perte, la disparition de son père, il est parti, il n'a pas donné de nouvelles du tout, du tout. Et quand ma mère est rentrée de déportation, elle portait en elle toujours l'image de son père qu'elle avait beaucoup aimé. Il est parti, elle avait 9 ans, donc elle avait bien connu son père. Et elle a cherché à le revoir. Et quand ils se sont donné rendez-vous, elle l'a retrouvé après la guerre. Et ce qui est terrible, c'est que il avait certainement collaboré, alors que sa fille était résistante, et elle fait du marché noir et avait certainement collaboré. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la transmission ne pouvait se faire. Et le premier mari de ma mère, donc Jean, le père de Sylvie, de ma demi-sœur, de Sylvie, n'est pas revenu de Dora. Donc, les femmes sont restées fortes, debout, et ont transmis. Voilà. Alors, je peux vous parler aussi quels obstacles, quels sont les obstacles qui auraient pu entraver effectivement cette transmission. Alors, ça, c'est à mon niveau, effectivement, parce que l'obstacle principal d'écrire cette histoire est a été de l'ordre chez moi de l'émotionnel, car c'est une histoire familiale qui est complètement traumatique. L'arrestation de François-Julien Châté, le dernier jour de la semaine sanglante, qui a fait 20 000 morts à Paris. Donc là, j'ai juste une petite page à vous lire pour vous situer, parce que je ne vais pas vous raconter, bien sûr, toute la commune ni la semaine sanglante, mais pour vous dire à quel point. Alors ça, ce sont des choses que j'ai découvertes, puisque je ne suis pas historienne, et j'ai été vraiment très émue par cette répression sanglante, ces 20 000 morts. Et ma grand-mère avait prononcé d'ailleurs, quand j'étais petite, quand j'ai fait ce serment, avait prononcé le mot de semaine sanglante, et ça m'avait terrorisée pendant des années, et je n'avais pas osé demander l'explication. L'explication, je l'ai eue en lisant effectivement plein de livres sur la commune. Alors voilà, donc on fusillait contre les murs des immeubles, dans les cimetières, les caves, les greniers, les égouts, les catacombes, les prisons, les églises, les gares, les squares, les avenues, les écoles, les jardins, des plus humbles aux plus prestigieux. Au jardin du Luxembourg, le jardin parisien des étudiants, des enfants et des amoureux, si beau en mai quand les lilas et les seringas embaument et que les orangers sont de sortie, on fusillait autour du grand bassin, près du lion de pierre, derrière les bosquets, 4 par 4 contre un mur, contre un banc. Les pelotons d'exécution ne suffisaient plus à tuer. Trop de prisonniers, les mitrailleuses remplacèrent alors les fusils. Ce qui épouvantait le regard, c'était le spectacle que présentait le square de la Tour Saint-Jacques, par exemple. Partout, de grandes fosses ouvraient le gazon. De ces trous humides, fraîchement remués par la pioche, sortaient çà et là des têtes et des bras, des pieds et des mains.
des profils de cadavres s'apercevaient à fleur de terre, vêtus de l'uniforme de la garde nationale. C'était hideux. On les avait jetés là précipitamment. Une odeur fade, écœurante, fétide sortait de ce jardin. Des tapissières, donc les tapissières, ce sont des brancards, attendaient leurs horribles chargements. Les berges du fleuve avaient reçu leur contingent de morts. On ne s'arrêta de tuer que lorsqu'on ne sut plus que faire des cadavres qu'on bourrait dans des charniers, qu'on incinérait dans les casemates des forts. Donc voilà, donc déjà le côté émotionnel qui m'avait bouleversée, puis bien sûr la déportation de ma mère, on en reparlera tout à l'heure. Alors, 2 exemples de ce traumatisme. À l'âge adulte, alors que j'étais plus du tout une enfant et que j'écrivais sur l'engagement de ma mère. Alors, ce traumatisme m'est apparu évident lorsque, me promenant dans un quartier très agréable qui est dans le 11e, enfin qui est dans le Marais, j'ai aperçu le mot cendre écrit sur un immeuble du 39 rue des Francs-Bourgeois. Si vous vous promenez rue des Francs-Bourgeois, vous regarderez, on le voit très très bien ce mot. C'est une grande inscription au-dessus de la porte cochère où il y a marqué cendre, qui est en bleu, légèrement effacé, mais pas trop. On peut vraiment reconnaître le mot. Et le quartier, enfin le Marais a été malheureusement le lieu de rafles de milliers, de centaines de familles juives avant la déportation sur Auschwitz. Et c'est malheureux, bien sûr, chambre à gaz, four crématoire et cendres. Et j'ai fait le rapprochement pour vous dire, alors que cet immeuble, en fait, était un immeuble qui appartenait à des joailliers et que au 19e siècle, et que un magasin qui s'appelle Uniqlo, japonais, a racheté et a admirablement bien restauré en conservant tout à fait le four. Et en fait, cendre, pourquoi? Parce que les joailliers brûlaient, si vous voulez, tous les bijoux plus ou moins qui n'avaient pas du tout de valeur, et des ouvriers qualifiés cherchaient dans les cendres en fait des restants, des petits bouts d'or, des trucs comme ça, donc rien à voir bien sûr avec la déportation, mais c'est un exemple qui m'a sauté à la figure, qui m'a prouvé que l'émotion était quand même et le traumatisme était quand même là. Alors, le deuxième obstacle est de l'ordre du paradoxe, en fait. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, dans ma famille, il y a eu le besoin d'un récit, bon, pourquoi pas sous la forme d'une légende familiale qui concernait donc mon ancêtre communard, et à la fois celui d'une parole empêchée. Donc il y a eu un paradoxe, un double paradoxe. La parole était empêchée et pourtant on avait besoin de raconter. Donc, et le premier grand traumatisme a été, alors là aussi, je vais donner la parole à Laurent, mais quand même je tiens à vous lire ça parce que c'est page 204. Page 204. Voilà. En fait, quand on était petite, avec Sylvie, donc qui est née dans le camp, on savait sans savoir. On savait sans savoir, comme tous les enfants. Voilà. Donc il y a eu tellement de non-dits, on savait sans savoir. Et un jour, ma mère, alors que Sylvie avait 13 ans, donc Sylvie ne savait pas du tout qu'elle était née dans un camp, on ne lui parlait pas de son père. Donc dans le livre, je raconte pourquoi, effectivement, on ne parlait pas de son père. On ne lui parlait pas de son père et on avait appris à pas trop. Puis les enfants ne posent pas de questions en fait, ils savent sans savoir. Et donc on savait plus ou moins que ma mère avait été déportée, mais on n'en connaissait pas les détails. Et en tout cas à l'époque, c'est pas comme maintenant où il y a des réseaux sociaux, il y a des images partout à la télévision, il y a des documentaires, il y a des films, on ressort les archives. Donc les images des camps de concentration, maintenant, on en a vu des centaines, des milliers, mais à l'époque, il y en avait très peu dans les années 50. Donc ma mère un jour nous dit, je vais vous amener voir une exposition. Et ma mère était une férue de peinture, de musée, et on pensait qu'elle nous amenait dans un musée. Or, en fait, elle avait décidé de dire
à ce moment-là à Sylvie l'origine de sa naissance et elle nous avait amenés dans une exposition organisée par toutes les compagnes de ma mère, ces fées, ces femmes absolument merveilleuses, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, Marie-Jo Chambard de Love, toutes ces femmes qui sont occupées de Sylvie, et sans ces femmes-là, ma mère ne serait jamais revenue avec un tout petit bébé né dans un camp de concentration. Et donc, on a été accueillis par ces femmes. Sylvie parle d'un gynécée, et elles ont proposé à Sylvie de faire le tour de l'exposition consacrée à Ravensbrück. Et là, il y a eu comme un avant et un après dans nos vies de moi de petite fille. Je devais avoir 9 ans et Sylvie avait 13 ans, de toute jeune fille de Sylvie. On a fait le tour et on a vu pour la première fois donc, ces images absolument épouvantables de cadavres, de femmes martyrisées, de fours crématoires. Et dans une vitrine, Sylvie a lu son acte de naissance. Et elle a demandé, elle interroge du regard notre mère, et qui lui dit « Oui, tu es née là ». Voilà, donc je vous lis les quelques lignes qui ont fait que ça a été un traumatisme absolument terrible et qui aurait pu empêcher l'écriture. Et c'est pour ça, et aussi de ces paroles empêchées. Je tenais la main de Sylvie et il y eut à partir de ce moment-là dans nos vies de petites filles un avant et un après. Je pense que notre mère aurait dû nous serrer fort dans ses bras à ce moment précis de la révélation des circonstances de la naissance de Sylvie. Elle ne l'a pas faite. Peut-être a-t-elle pensé que c'était mieux ainsi. Sylvie raconte. Nous avons quitté la mairie, descendu les marches du perron silencieuses. J'éprouvais une certaine gêne. Je ne voulais pas lui montrer à quel point j'avais été touchée par cette révélation plutôt brutale. Nous étions ligotés par une grande pudeur. J'évitais de parler avec elle de choses qui auraient pu lui être désagréables, la peiner. Je la sentais si fragile. Je ne voulais pas lui montrer. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai une émotion. Je ne voulais pas lui montrer mes sentiments, de peur de réveiller en elle tout ce vécu abominable. Puisque ma mère avait cru bon de me cacher à Ravensbrück, il fallait continuer. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile, que dans les familles, effectivement, c'est pas facile. Ni pour les déportés. Ma mère avait tellement souffert. Elle a perdu son premier amour dans Adora, dans le père de Sylvie. Voilà. Donc, ni pour les enfants déportés. Voilà. Il y a une parole empêchée. Et donc là, je passe la parole à Laurent. Moi, là-dessus, j'aurais ajouté une seule chose, c'est qu'il y a un autre paradoxe, c'est que ça s'est transmis par les femmes, cette idée républicaine. Or, la Troisième République n'a pas donné le droit de vote aux femmes. On sait qu'il y a eu une œuvre législative énorme, même de la Troisième République, de la liberté de la presse 1881, les lois scolaires, etc., jusqu'aux lois sociales de 1936. Mais il a fallu attendre le général de Gaulle en 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Donc là, c'est aussi un paradoxe assez frappant. Oui, tout à fait, effectivement. Et alors, ce qui est aussi passionnant, c'est que cet héritage républicain qui s'est transmis dans votre famille, alors il a été transmis par des récits plus ou moins vrais, plus ou moins empêchés, et puis aussi par des symboles, par presque des manipulations, des objets, et ça c'est tout à fait dans la vie justement des familles. Et puis il y a eu aussi la participation à des grands moments de l'histoire, des moments de combat, de résistance, de péril. Et là, justement, des symboles aux grands moments, là, il y a des passages passionnants, justement, et j'aimerais bien que vous nous donniez quelques exemples. Alors, bon, là, au niveau des symboles, donc là, je vais répondre parce que la partie, Sophie a écrit la première et la troisième partie sur son ancêtre et sur sa mère, et moi j'ai écrit la partie centrale sur la transmission qui est fondée justement sur ces traces. Le premier symbole, effectivement, c'est la statuette de Marianne qui était cachée dans une commode, une statuette qui existe, c'était des petites Mariannes coiffées du bonnet phrygien, alors qu'à cette époque-là,
les premiers symboles de la République seront plutôt coiffés d'une couronne de céréales et de fleurs, le bonnet phrygien étant considéré comme rappelant trop la Première République et la terreur. Mais cette statuette de Marianne qu'Alexandrine, la veuve de François Julien, avait cachée dans une commode, il valait mieux la cacher parce que pendant l'ordre moral, la période dite de l'homme moral, de 1873 à 1875-76, les gendarmes traquaient ces symboles trop républicains. C'est les monarchistes qui étaient au pouvoir à cette époque-là. Et donc, cette statuette, c'est un de ces objets, un de ces symboles qu'on a conservé. Autre symbole, Alexandrine, quand son mari est mort, en 1875, s'est retrouvée sans ressources et elle survivait en faisant de la couture. Et pour le centenaire de la mort de Voltaire, les républicains ont fini par gagner les élections en 1876 et 1877. Et la première fête qu'ils ont organisée, c'est le centenaire donc, de la mort de Voltaire en 1878. Elle a cousu avec des chutes de tissu qu'elle avait, puisqu'elle était couturière, un drapeau bleu-blanc-rouge qu'on a conservé également dans la famille. Troisième symbole républicain, pour le premier 14 juillet, le 14 juillet, donc 1880, c'est vraiment la première célébration du 14 juillet, elle a cousu un bonnet phrygien pour sa fille Léontine, donc l'arrière-grand-mère de Sophie, qui a resservi d'ailleurs en 1934. J'en dirai un mot tout à l'heure. Elle a servi en 1934 au moment de la grande manifestation républicaine du 12 février 1934 qui voulait répondre à la manifestation des ligues du 6 février. Ça, c'est un autre objet qui a été conservé. D'autres objets ont été conservés et nous ont mis sur des pistes, parce que tout ça a été complété par les récits de la grand-mère de Sophie. Ce sont les billets de l'exposition universelle, les billets d'entrée à l'exposition universelle de 1889. En 1889, la République est consolidée, elle vient de traverser une crise, qui est la crise donc, du boulangisme, et à Paris est organisée une exposition universelle sur le thème d'ailleurs du centenaire de la Révolution française de 1789, et on a retrouvé des billets d'entrée à l'exposition universelle. Et elle tenait ça de sa mère Léontine, la grand-mère de Sophie, moi, que j'ai très très bien connue, Suzanne, qui était une femme adorable, nous a raconté tout ça et les récits que lui avait fait sa propre mère de ces grands moments. Et donc, il y a eu aussi d'autres récits. Elle nous a raconté comment, le 6 février 1934, elle s'est retrouvée place de la Concorde parce qu'elle travaillait, en fait, vous voyez, il y avait une tradition de la porcelaine dans la famille, puisque Laurent, excuse-moi, oui. Est-ce que tu pourrais te décaler un petit peu? Oui. Voilà, parce que ton visage est quelquefois coupé quand tu te rapproches. Voilà, là, bon. C'est parfait. Merci. Alors, un autre récit, c'est le récit du 6 février 1934, parce que cette famille donc, s'est trouvée dans le dénuement après la disparition de François-Julien Châté, qui était peint sur porcelaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alexandrine a survécu en faisant de la couture avec ses filles. Et à l'exposition universelle de 1889, il y a eu, je serais tenté de dire, une bonne surprise. Elle a rencontré quelqu'un qui était une ancienne relation de François-Julien Châté, qui était un commerçant de porcelaine. Et cette ancienne relation de François-Julien Châté avait un fils qui s'appelait Jules Gaudin, propriétaire ou héritier donc, du magasin de porcelaine de son père, avec lequel Léontine, donc l'arrière-grand-mère de Sophie, va se marier. Et la famille est, je dirais, retombée dans la porcelaine pour rester dans la porcelaine. Et Suzanne, le 6 février 1934, on est en pleine crise économique et la porcelaine va mal, mais elle a un rendez-vous dans un hôtel près de la place de la Concorde avec un client américain, il y en avait encore quelques-uns, et elle passe par la place de la Concorde et elle voit l'émeute donc du 6 février. Elle est profondément choquée et le 12, elle ira manifester et elle coiffera sa fille, Madeleine, donc la maman de Sophie, du bonnet phrygien qui avait servi à sa propre mère, Léontine, au moment du 1er 14 juillet. Voilà, tous ces symboles, tous ces récits
hein, on a pu les retracer à partir donc des objets eux-mêmes, mais aussi à partir de cartes postales, de récits oraux de la grand-mère, mais aussi de correspondances, etc. Et on a pu ainsi voir comment cette idée républicaine s'est transmise de mère en fille, je sais tenter de dire, puisque tout ça est passé par les femmes. Voilà. Alors, les récits, oui, moi, je peux vous parler effectivement pas des récits, mais de l'engagement de ma mère dans la résistance, oui, puisque vous parlez d'actes importants. Ah oui, Laurent, s'il te plaît. Ah oui, ben voilà. Merci. Ça va comme ça? Eh bien, mais c'est quand tu te rapproches de l'écran qu'à ce moment-là, on ne voit pas le visage. Voilà. Oui, donc ma mère est rentrée dans la résistance officiellement à l'âge de 19 ans, mais déjà, quand elle avait 18 ans, elle a été abordée, enfin, on peut dire, dans le magasin de porcelaine. Dans le magasin de porcelaine de son oncle, par l'employée, Georgette, qu'elle aimait beaucoup, et qui lui a demandé les clés d'un appartement vide familial. Et ma mère lui a demandé à sa propre mère, qui lui a donné avec réticence, parce que toutes les deux s'imaginaient bien que cet appartement vide allait servir pour effectivement, certainement, cacher, et c'est ce qui s'est passé, hein, donc réceptionner et cacher des aviateurs anglais blessés. Voilà. Donc ça a été ses premiers actes. Et là, elle avait 18 ans à peu près. Hein, voilà. Et puis, elle est rentrée dans l'OCM, l'organisation civile et militaire, qui faisait partie des 8 mouvements de la résistance intérieure, qui avait été fondée en 1940 et qui comptait déjà en 1943 43 000 membres. Ma mère, donc à ce moment-là, s'est mariée avec Jean Elmer, qui était un jeune homme d'origine anglaise, et tous les deux donc à Versailles, puisque bon, ils sont mariés, ils ont vécu à Versailles quelques mois, et à Versailles, ils récupéraient donc des aviateurs, les soigner, blessés, les soigner et les cacher. Mais leur dernière action a été de cambrioler le 30 juillet 1944 le dépôt d'armes légères de l'intendance militaire de Versailles en vue de fournir des armes à l'insurrection parisienne qui se préparait pour la libération de Paris, qui était proche, puisque le débarquement avait déjà eu lieu. Et l'opération réussit, ils se réfugièrent dans une petite maison forestière abandonnée à Neauphle-le-Château, Madeleine, avec un couple d'amis qui avaient participé à ce cambriolage et qui étaient avec eux. Et Madeleine, ma mère, se savait enceinte et elle en était très heureuse, mais lors d'une opération où Jean était parti chercher un ravitaillement, la milice est arrivée et les a arrêtés tous les 4 suite à la trahison d'un des leurs, voilà, qui avait parlé. Plus tard, il dira: j'ai parlé sous la torture. Bon, il a été jugé. J'en sais pas plus. Alors, je voulais juste dire deux choses. Le modèle de Jean et de Madeleine, leur engagement. Leur modèle, c'était les clochards épiques de Leclerc, pour reprendre le mot de Malraux, qui les faisait rêver. Ils avaient un but, la France libre. Ils haïssaient Pétain, sa révolution nationale, son antisémitisme et sa collaboration honteuse. Et face à la défaite de la pensée, pour reprendre la belle phrase de Marc Bloch dans L'étrange défaite, leur combat devient quotidien. Voilà. Je m'aperçois que je n'ai pas montré une photo de Madeleine qui a été prise quelques jours avant son arrestation. Donc cette jeune femme de 19 ans qui était tout juste enceinte et qu'on voit ici en train de lire parce qu'elle adorait la lecture et elle travaillait d'ailleurs dans une librairie à ce moment-là. Oui. Voilà. Oui. Alors, ils furent arrêtés le 3 août 1944 et déportés pour ma mère le 10 août.
Et pour Jean, comme j'ai dit tout à l'heure, il est parti avec le dernier convoi du 15 août, qui est parti de l'Île-de-France, voilà, pour Dora. Très bien. Alors, on saisit parfaitement maintenant de quoi était fait le fil de Marianne. Il était fait aussi d'un engagement total Oui, qui allait oui, jusqu'au don de soi pratiquement. oui. Et je voudrais revenir un peu sur des aspects aussi sociologiques, parce que tout à l'heure, Laurent parlait du milieu de la porcelaine, et j'ai l'impression que justement, votre famille, Sophie, était Oui. aussi représentative d'un nouveau pacte social, finalement, qui a assis l'idée républicaine au début de la Troisième République. Est-ce que je me trompe? Non. Alors, c'est tout à fait vrai, mais là, je donne la parole à mon historienne Marie. Oui, Parce d'abord, que, je vais présenter une photo qui a été prise dans les années 1890, où l'on voit donc cette famille, et on peut reconnaître à l'étage supérieur donc, de cette voiture, on peut reconnaître Alexandrine et ses trois filles, mais on s'aperçoit qu'ils sont bien habillés. Il y a même un vélo, je ne sais pas si on voit le vélo, hein, qui était voilà, à l'époque, un signe quand même d'une famille relativement aisée. Et en fait, cette famille, bon, Alexandrine part de rien, elle est dans une quasi-misère après la mort de François Julien, et il y a ce mariage miraculeux en 1889 qui fait que cette famille est assez représentative de cette petite et moyenne bourgeoisie. On a été appelé sur. J'ai arrêté. Hein. c'est notre petite fille. Qui fait, enfin, c'est une famille donc qui va entrer dans la porcelaine, le commerce de porcelaine, et qui est tout à fait représentatif de ce que Gambetta a appelé dans son discours de Grenoble en 1872 la couche sociale nouvelle ou les couches sociales nouvelles, qui vont être les. De pas. Tiens. Ça fait passer. Je reviens tout de suite. Je vais leur dire de ne pas appeler. Voilà. Voilà, donc c'est tout à fait représentatif de ces couches sociales nouvelles. En fait, petits commerçants, artisans, etc., petits propriétaires qui ont été les soutiens sociologiques de la Troisième République. C'est notre petite fille qui s'acharne. Donc, on peut désactiver FaceTime. Bon, donc voilà, hein. En gros, le Parti radical, d'ailleurs, va s'appuyer sur ces couches nouvelles de la petite et de la moyenne bourgeoisie. Je pense que Sophie va faire le nécessaire. Bon. Et pour préciser d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, Suzanne elle-même, donc son mari, qui d'ailleurs l'a abandonnée, a été ruinée non seulement parce que son mari l'a abandonnée, mais parce que il y a eu la crise des années 30 qui a été terrible pour la porcelaine. Et elle a retrouvé du travail chez le magasin de son frère. Donc, on a ici un itinéraire sociologique qui est tout à fait significatif de ce qu'étaient ces soutiens donc de la Troisième République, ces couches sociales nouvelles dont Gambetta avait eu l'intuition dès 1872 et qui vont tout au long de la Troisième République soutenir l'idée républicaine. Et c'est là, je pense, que la démarche micro-historique est intéressante parce qu'on a vraiment là l'exemple du destin d'une famille qui s'inscrit dans voilà, qui s'inscrit tout à fait donc dans
l'histoire de la République elle-même. Voilà. Alors, justement, maintenant, on va aborder la question de l'écriture de votre livre, parce que là, on a la reconstitution d'une mémoire familiale, mais comment passe-t-on de la mémoire à l'histoire? C'est-à-dire sur quelles sources privées ou publiques avez-vous travaillé et quelle a été la difficulté de les coudre ensemble finalement? Alors, les sources, voilà, les sources privées sont effectivement des sources que je serais tenté d'appeler archéologiques, hein, c'est-à-dire tous ces objets, des correspondances, des sources orales, tous ces récits familiaux, ça sont les sources privées. Mais si on veut véritablement passer de la mémoire histoire à l'histoire, il faut confronter ces sources privées aux sources publiques. Et c'est là, par exemple, que la légende de François-Julien Chattet, mort au camp de Satory, quand on se plonge dans l'histoire, on s'aperçoit que non. Hein, dès le métron, on s'est aperçu qu'il n'était pas mort à Satory, mais qu'il avait été emprisonné à Clairvaux. Et à partir de là, on a tiré un fil qui nous a amené à aller aux archives nationales, qui nous a amené à aller aux archives de Paris, au service d'histoire de la défense à Vincennes, et même aux archives de l'assistance publique, ainsi qu'aux archives donc, de l'Aube, puisque les archives de la prison de Clairvaux se trouvent aux archives de l'Aube. Et donc on a systématiquement confronté ce qu'on avait du côté du récit familial aux sources publiques pour essayer d'inscrire ces sources familiales, et parfois il y avait des contradictions. Hein. Le récit donc de François-Julien Chattet, mort à Satory, était en contradiction avec tout ce qu'on a pu découvrir donc dans le dossier d'instruction, pardon. Et on a vraiment fait des découvertes. Je vais laisser notamment Sophie parler d'une découverte, mais je pense que, enfin, je vais te laisser poser la question suivante d'abord sur les, justement, pour qu'on puisse essayer de rebondir là-dessus. Oui, parce que, alors, moi, je vous le dis enfin, vraiment facilement, mais j'ai été très ému pratiquement par ce que raconte Sophie dans le livre à propos du goût de l'archive. Mona Ozouf utilise cette expression, le goût de l'archive. Moi, j'ai retrouvé dans ce qu'écrit Sophie l'attente un peu anxieuse des liasses de documents qu'on va remettre, et puis l'enthousiasme de la découverte. Alors, justement, quelles ont été les surprises, les hasards ou les bonheurs de vos recherches? Oui, alors il y a eu beaucoup de bonheur, effectivement. Il y a une historienne aussi qui s'appelle Farge, qui a écrit Arlette Farge, qui a écrit un très joli livre hein, sur les archives, bien sûr. Hein. Alors, tout d'abord, de retrouver le nom, quoi, l'inscription du nom, François-Julien Chattet, donc dans le Métron, c'est la première fois, effectivement, où on retrouve ce nom. Et puis, les premières archives où on a été, elles venaient juste de s'ouvrir, c'était à Saint-Denis, aux archives nationales de Saint-Denis, un très très beau bâtiment magnifique, donc à Saint-Denis. Et c'est la première fois où je repère vraiment son nom, où on m'amène, mais ceux qui étaient là pour nous aider nous ont dit, mais en fait, c'est pas vraiment là où vous allez trouver, il faut aller à Vincennes, puisque bon, il a été condamné par un conseil de guerre, et là, vous trouverez beaucoup plus. Mais n'empêche qu'aux archives nationales, quand on m'a amené les deux dossiers, dans le premier dossier, j'ai absolument rien trouvé, ce qui m'a assez désespérée, parce que je me suis dit, c'est peut-être finalement un oublié de l'histoire, un oublié, comme il y en a beaucoup, hein, emporté par le torrent de l'histoire. Mais dans le deuxième dossier, alors quand on ouvre
des dossiers aux archives, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait. On ouvre les petites cordelettes et puis là, à ce moment-là, il y a toute une masse de documents qui arrivent et on a repéré pratiquement dans le deuxième dossier tout de suite son nom parce qu'il faisait partie de 70 autres condamnés, donc des communeux, parce qu'à l'époque on ne les appelait pas les communards, on les appelait les communeux, qui avaient refusé le travail. À Clairvaux. Ils pensaient que c'était des détenus politiques et donc ils ne voulaient pas travailler. Et donc François-Julien Chattet, effectivement, faisait partie de ces 70. Donc il y a la liste des 70, il y a le numéro d'écrou de François-Julien. Voilà. Donc, plus tard, nous avons été donc effectivement au service d'histoire de la défense. Au service d'histoire de la défense à Vincennes. Et là, ça a été la plus grosse des émotions puisque on m'a amené assez rapidement, on m'a amené donc son dossier d'instruction du conseil de guerre. Et là, pour vous montrer le poids de l'histoire, au sein d'une famille, j'ai eu un sentiment complètement irrationnel, puisqu'il a été condamné pour insurrection contre la République, alors qu'il était un fervent républicain. Mais bon, c'était une insurrection puisqu'il faisait partie de la Commune de Paris, il s'était battu pour la Commune de Paris. Et j'ai eu un sentiment, mais vraiment, et qui m'a fait beaucoup réfléchir, effectivement, sur ce que je vous disais, le poids de l'histoire. Je me suis dit à un moment donné, si on n'allait pas me demander des comptes sur l'attitude, le comportement donc, de mon arrière-grand-père. Mais je pense que j'étais impressionnée par la solennité des lieux. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être, sont des historiens, ont été à Vincennes et l'endroit est absolument admirable, c'est absolument magnifique. Voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi, alors justement, il y a eu une très belle surprise dans ce dossier d'instruction, c'est que nous avons découvert la lettre qu'il avait adressée complètement désespérée à Jules Simon, qui était le ministre de l'instruction publique, puisqu'à l'époque on disait l'instruction publique, et avec qui il partageait la même loge, puisque François Julien était franc-maçon, Jules Simon aussi. Et donc, d'ailleurs, entre eux, il y avait certainement eu un échange de livres, puisque dans ce petit message, il lui rappelait tous les livres que Jules Simon lui avait prêtés et il lui demandait de l'aide. Et c'était très émouvant parce qu'il y avait une faute d'orthographe à chaque mot, alors que François Julien était quelqu'un de lettré, c'était un humaniste, c'était un artiste et il n'était pas du tout analphabète ni rien, puisqu'on a quand même quelques poèmes de sa main qu'il adressait à sa femme, à ses enfants, à ses filles, et donc il ne faisait aucune faute d'orthographe. Et donc je pense que là, ça rejoint la légende familiale, parce qu'on a su par la suite, en épluchant un petit peu d'autres archives, qu'au camp de Satory de Versailles, l'hygiène était tellement déplorable, les conditions sanitaires étaient tellement épouvantables, 40 000 prisonniers se sont entassés au départ. Et donc, il y a eu une épidémie d'ophtalmie grave, très grave. Et donc, je pense que, effectivement, sa famille, s'il avait eu le droit de rendre visite, avait dû trouver un malheureux prisonnier et qui avait donc une infection à l'œil, aux yeux tellement forte qu'il ne voyait plus. Donc, je pense mort au camp de Satory aveugle, je pense que la légende vient de là. Et donc, il a dû dicter à quelqu'un qui ne savait pas bien écrire cette lettre, cette supplique à Jules Simon. Voilà. Et donc, la supplique n'a jamais été envoyée puisqu'on a retrouvé l'original dans son dossier. Alors, il y a eu aussi, je vais faire vite parce que je ne sais pas trop si on est encore dans les temps. Vous allez me dire. Il faut peut-être se presser un peu. Alors, je me presse. Donc, je vous évite la liste de tous les gardes nationaux du 11e arrondissement et que nous avons trouvé aux archives de Paris. Alors ça a été très, très émouvant parce qu'il y a les adresses de chaque garde, il y a ce qu'il faisait. Et notamment, au 43 rue des Trois Couronnes, où habitait François Julien Chattet,
Donc, je sais qu'il y avait François Delpech qui était journalier, il y avait, qui était bien sûr tous gardes nationaux, Jean-Baptiste Roussin, livreur, Charles Marais, opticien, Émile Morin, bonnetier, Émile Constant, fabricant de corsets, Eugène Travers, fabricant de papier peint, Xavier Fett qui était portefeuilliste, Jean Redon, commis, etc., etc. L'autre était polisseur, mercier, tambour, et bien sûr François-Julien Châté qui était décrit comme artiste peintre. Et donc, là aussi, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que ça décrivait la géographie sensible de ce quartier, du 11e arrondissement, qui était un quartier très populaire, où une multitude de métiers se côtoyaient et où les personnes vivaient ensemble et travaillaient. Voilà. Alors, et ça me rappelait effectivement toutes nos promenades dans ce quartier. Voilà. Alors, il y a eu aussi deux autres choses. Rapidement, j'ai retrouvé dans un tiroir de chez ma grand-mère un dessin préparatoire d'Immortel Rouge. Longtemps, je n'ai pas su ce que c'était. Et puis, en avançant dans mes recherches, j'ai su que le 27 février, 150 1871, hein, bien sûr, donc avant la Commune, puisque la Commune a été proclamée le 28 mars. Donc, 150 000 gardes nationaux se sont rendus à la Bastille en signe de deuil patriotique et républicain pour commémorer la naissance de la Deuxième République. Et là, ils ont déposé, ces gardes nationaux, ont déposé une couronne d'immortelles rouges, voilà, qui symbolisait ce deuil patriotique et républicain. Un dernier objet que j'ai trouvé et qui rappelle la porcelaine, à quel point la porcelaine a été importante dans ma famille. Donc François Julien était peintre sur porcelaine et j'ai retrouvé chez ma grand-mère des objets en porcelaine de Jacob Petit, qui avait été l'élève de Gros, qui était peintre, et qui avait poussé au summum du baroque et du rococo la porcelaine qui avait été à son apogée sous Napoléon III, bien sûr, hein, parce que l'industrie porcelainière battait son plein dans ces quartiers complètement dédiés à la porcelaine. La gare de l'Est était pas loin et du kaolin était importé d'Alsace avant les terres du Limousin, bien sûr. Voilà, donc quand j'étais petite, je ne m'intéressais pas trop parce que ces petits objets en porcelaine de Jacob Petit étaient très reconnaissables avec son monogramme bleu quand on le retourne. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il avait certainement travaillé pour Jacob Petit. Et une dernière chose, c'est aux archives de Troyes, aux archives de l'Aube, j'ai retrouvé des échantillons de tissus, de feutres, et qui paraissaient tellement vivants par rapport effectivement à cette prison de Clairvaux qui était absolument sordide, parce que mon arrière-grand-père avait refusé le travail, mais les prisonniers travaillaient. Ils devaient gagner leur nourriture et les entrepreneurs proposaient à la direction des échantillons de tissus parce qu'ils faisaient des chaussons, ils faisaient des bâches, et ces échantillons de tissus, étonnamment, dans le dossier, étaient très vivants, n'avaient perdu aucune des couleurs. Et ça m'a vraiment touchée, beaucoup touchée. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une visite que j'ai faite, bon, puisque j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art par la suite à la Sorbonne. Et dans ce cadre-là, nous avons visité avec le conservateur le musée Rodin. Et un des conservateurs a sorti d'un carton un échantillon de la robe bleue du tissu, un échantillon de tissu de la robe bleue de Camille Claudel. Et ça m'avait beaucoup marqué, oui, et qui était là. Et voilà. Et donc, automatiquement, j'ai fait le rapprochement entre ces tissus qui restaient encore vivants et puis, bien sûr, tous
tout ce qui a disparu. Voilà. Moi, j'ai une seule chose à dire. On a eu aussi une émotion quand on a réussi à retrouver où était mort François-Julien Chattet. Parce qu'il y avait une erreur sur son nom, et donc il a fallu faire des recherches, et on a fini par identifier, il l'avait appelé Chatin au lieu de Chattet. On a réussi à identifier l'endroit où il était mort, mais ce n'était pas évident parce que c'était deux inconnus qui avaient déclaré sa mort. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en recherchant dans les registres, on s'est aperçu que ces deux inconnus, tous les jours, leur nom revenait systématiquement avec une adresse qui était Place Notre-Dame. Et en fait, c'était les deux préposés de l'Hôtel-Dieu qui venaient déclarer les décès de l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on a pu et qu'on a découvert que François-Julien Chattet, qui est sorti malade de Clairvaux, est mort à l'Hôtel-Dieu. Il est resté très peu de temps chez lui et il est mort à l'Hôtel-Dieu. Bon, il est rentré pour grippe et il est mort donc à l'Hôtel-Dieu. Mais ça aussi, ça a été une émotion d'arriver à trouver l'endroit où il était mort. Voilà. Merci. Alors, on va parler maintenant de l'écriture de ce livre, qui est aussi un livre passionnant de ce point de vue-là, parce que tout à l'heure, Laurent parlait d'une écriture à quatre mains. Mais comment fait-on pour écrire un livre à quatre mains? Quelle a été votre méthode de travail? Alors, on s'est, pardon, vous voyez comment, d'ailleurs, d'abord, on s'est réparti la tâche. Donc, moi, j'ai écrit le premier chapitre, le premier livre, le livre 1, donc sur François-Julien Chattet, et j'ai écrit le livre 3 sur ma mère. Et toi? Oui, ben, j'ai écrit le livre central hein, sur la transmission, et on a fait la relecture en commun, ce qui n'était pas toujours facile, hein, parce que bon, ben, on se critiquait mutuellement. Ça c'est peut-être été le plus dur. Mais ce qui a été encore le plus dur, c'est d'arriver à harmoniser Oui. le fait. Bon, enfin, dis-le parce que ça c'est. Non. Alors, moi, effectivement, j'ai pris le parti. Bon, vous avez vu que l'émotion souvent me traverse encore au récit de ces destins assez tragiques finalement, tragiques mais positifs de par leur engagement. Donc je pense que c'est ce qu'on en a retenu tous au sein de la famille. Donc moi j'avais pris le parti de dire je, parce que je pense que j'avais besoin de parler en mon nom. Et donc c'est une écriture très, très sincère. Voilà, qui a existé. Et Laurent, qui faisait la transmission, donc. Ben, moi, j'ai une écriture. Bon, l'émotion était présente hein, parce que j'ai connu les protagonistes, j'ai connu Suzanne, j'ai connu donc très bien Madeleine. Donc l'émotion était là. Mais en tant qu'historien, je me suis obligé à une écriture plus distanciée et donc évidemment je ne pouvais pas et je n'ai jamais employé le jeu et donc on avait vraiment très peur que la couture ne marche pas et qu'il y ait une différence de ton qui gêne la lecture du livre. Mais bon, je vous rassure tout de suite parce que moi j'ai ressenti au contraire une grande fluidité et même quand vous introduisez des témoignages de votre mère en particulier, des passages d'ouvrages, bah, tout ça est cousu finement. Donc, je vous rassure, c'est très, très bien et c'est très réussi de ce point de vue, c'est certain. Merci. Alors, justement, on parlait de transmission, toujours, et dans votre propre famille. Alors, comment les membres de votre famille, comment vos enfants ont-ils reçu ce livre? Alors, je ne suis pas sûre qu'il l'ait lu jusqu'au bout. Ma fille, oui. Pauline, oui. Pauline est journaliste. Bon, mes enfants, ma fille a 40 ans et Julien a 48. Ça se transmet encore par les femmes, encore. C'est notre fille surtout. Mais lis oui, c'est vrai, c'est surtout. Oui. Et donc,
alors attendez, voilà. Et donc, mon fils a été très, très content, très fier, et il nous a accompagnés dans l'ouvrage, tout ça. Mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait vraiment lu jusqu'au bout. Alors, peut-être parce qu'effectivement, là encore, la parole empêchée. Enfin, je veux dire, de lire ce que leur grand-mère avait subi, bon, peut-être c'est difficile, effectivement. Voilà. Et mes petits-enfants, on a 5 petits-enfants. Alors, l'aîné a 16 ans, je pense qu'il l'a lu. Et quant aux autres petits, ils sont trop petits. Enfin, on avait peur de transmettre des choses difficiles, trop difficiles. Mais on leur a offert un livre avec une dédicace à lire plus tard pour chacun. Voilà. Mais Pauline, bien sûr, l'a lu. Et voilà. Donc, je vais vous répondre simplement en lisant ce qu'elle nous a écrit après, donc à 5 lignes, ce qu'elle nous a écrit après la lecture du livre. Alors, quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants, dit Pauline. Je reste persuadée que seule une vision prométhéenne pourra nous permettre de défendre cette vie bonne dont parlait Aristote et à laquelle nous aspirons tous. Non pas malgré les horreurs et les atrocités, mais justement à cause des horreurs et des atrocités. N'oublions pas que Schuman a songé à bâtir l'Europe, non pas en temps de paix, mais du fond de sa cellule. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un bel hommage qu'elle nous a rendu. La transmission est faite, là. Oui, ça, je le pense, effectivement. Alors, je vais m'adresser maintenant particulièrement à Laurent, parce qu'on va parler un peu d'histoire professionnelle, presque, dans la mesure où votre enquête, j'estime qu'elle pourrait être un bel instrument pédagogique et méthodologique, d'ailleurs, aux mains des enseignants. Alors, est-ce que vous avez pensé à eux en l'écrivant également? Alors, moi, je dois dire que je crois beaucoup en une histoire incarnée, et je pense que les élèves, bon, j'ai moi-même enseigné pendant des années, et j'ai remarqué que quand on incarne l'histoire avec des personnages, des histoires vivantes, les élèves, ils sont extrêmement sensibles. Et je suis assez partisan d'études de cas, de ce qu'on pourrait appeler des études de cas en histoire, mais cela suppose bien entendu de systématiquement contextualiser et de remettre, et c'est finalement la démarche micro-historique, de remettre en perspective le cas. Et je crois sincèrement, bon, et quand je faisais partie et je présidais donc les groupes d'experts qui ont élaboré les programmes, on a, et ça n'a pas toujours été facile parce que c'était difficile à faire accepter, on a essayé d'introduire cette démarche d'étude de cas. Alors on reproche, oui, mais la chronologie, oui, mais l'exhaustivité, etc. Mais parfois, une histoire bien choisie permet de comprendre et de faire comprendre un phénomène historique. Moi, j'ai été, par exemple, ce n'est pas ma partie, puisque je ne suis pas spécialiste d'histoire ancienne, mais spécialiste d'histoire contemporaine. Il y a un livre de Maurice Sartre, grand historien spécialiste de la Grèce antique, qui s'appelle Histoire au pluriel, grec au pluriel, dans lequel il prend des histoires très très précises pour faire comprendre ce qu'a été la démocratie athénienne, ce qu'a été le régime de Sparte, ce qu'ont été les guerres madiques. Et je pense que, bon, il ne faut pas que ce soit systématique, bien sûr. Il faut bien entendu ne surtout pas oublier la chronologie, ne surtout pas oublier de remettre en perspective, mais je pense effectivement que ça peut être une façon d'accrocher l'attention des élèves et de leur faire sentir parfois même à partir de leur propre histoire familiale, de leur faire sentir ce qu'a été un phénomène historique et ce qu'a été
Il faut que l'histoire leur parle et il faut que l'histoire soit incarnée. Voilà. Je le pense aussi, pour dire vrai. Alors, je voudrais terminer maintenant par un coup d'œil, un clin d'œil à l'actualité, parce que sur votre couverture du livre, tout à l'heure on l'a montré, je la remontre ici, il y a effectivement cette figure de Marianne endommagée, c'est le moins qu'on puisse dire, et je voudrais vous demander si, selon vous, eh bien, la République est en danger aujourd'hui et est-ce qu'elle l'est plus qu'hier, si on essaie de faire un peu de comparatisme. Alors, plus qu'hier, quand on voit les crises qu'a traversé, par exemple, la Troisième République, qui est née dans une crise et qui est morte dans une crise, hein, née dans une défaite à une guerre civile et morte d'une défaite, on ne peut pas dire que ça soit plus. Mais finalement, le principe de notre démocratie représentative et finalement de l'importance de l'élection semble assez remise en cause, avec la remise en cause des élus, de la légitimité des élus, et le principe qui est au fondement de la République, parce que la République, qui est, je serais tenté de dire pour nous Français, le synonyme de la démocratie. Hein, on parle plus de République que de démocratie, mais la République, c'est la démocratie, et la démocratie, c'est la République. On ne peut pas, pour nous, Français, penser l'une sans l'autre. Elle est fondée sur le dialogue. Et un dialogue qui, normalement, exclut la violence. Donc, cette violence qui a été faite à ce bus de la Marseillaise, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Ces violences qui se sont produites avec les Black Blocs et puis ceux qu'on a appelés les ultra-jaunes nous ont paru assez représentatifs de ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui d'un mot assez générique, mais sur lequel on pourrait passer des heures, qui est le mot de populisme. De même que ce qui s'est passé le 6 janvier dernier à Washington, avec l'invasion du Capitole par les troupes trumpistes, montre qu'il y a une menace qui pèse actuellement sur la démocratie représentative. Moi, je terminerai sur cette image. La famille de Sophie était républicaine et la famille de Sophie était dans la porcelaine. Mais la République, comme la porcelaine, elle est fragile. Très, très bien. Très belle conclusion. Alors, il nous reste une dizaine de minutes environ et je voudrais maintenant laisser la place, la parole aux spectateurs qui peuvent écrire. Alors, vous avez en bas de votre écran une petite fonction qui s'appelle soit converser, soit chat. Et donc, vous pouvez écrire à ce moment-là les questions que vous voulez poser à nos deux invités. Donc, je vous invite à le faire. Pour l'instant, je ne vois pas de messages s'afficher. Vous non plus? Non. Alors, bon. Alors, moi, j'avais une question quand même à poser. C'est que, voilà, il n'y a pas de question pour l'instant, me dit-on. Oui, alors j'avais une question concernant la franc-maçonnerie, parce que votre ancêtre, justement, Sophie, était membre de la franc-maçonnerie, et il me semble qu'elle a occupé une place importante dans la diffusion de l'idée républicaine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce point de vue-là? Oui, alors pas du tout une spécialiste de la franc-maçonnerie. Alors, je sais qu'en lisant
les événements hein, sur la commune au départ. Oui, bien sûr, bien sûr, il y avait un humanisme, une réflexion, enfin bon, donc l'engagement était aussi là. Mais je sais qu'au début, les francs-maçons, pendant la commune, n'étaient pas favorables forcément à l'insurrection. Mais devant la répression absolument terrible et Thiers qui ne voulait absolument pas négocier avec toutes les tentatives de négociation qui ont eu lieu hein, malgré tout. À ce moment-là, la franc-maçonnerie s'est emparée de ce mouvement. On a même vu des francs-maçons manifester avec leurs fanions en allant sur le chemin de Versailles pour essayer d'avoir une espèce de trêve en fait hein, par rapport à ça. Mais j'en sais pas vraiment plus parce que c'est vrai que je suis pas du tout voilà, pas du tout. Mais peut-être que Laurent en sait plus, oui. Oui, alors moi je voudrais, je pense que je ne violerai pas de secret si je dis que la maman de Sophie, donc Madeleine, était elle aussi comme son arrière-grand-père, oui, comme son arrière-arrière-grand-père, pardon, était elle aussi maçonne. Hein. Donc, aux deux bouts de la chaîne, François Julien était maçon de la même loge que Jules Simon et Madeleine appartenait à la Grande Loge féminine de France. Donc, aux deux bouts de la chaîne, il y a des maçons. Et au milieu de la chaîne, bon, évidemment, les francs-maçons font difficilement leur coming out. Donc, moi, ça m'a été difficile de trouver des francs-maçons au niveau de la transmission, mais vu l'engagement de la famille au moment de l'affaire Dreyfus. Alors, il y a une anecdote donc, une histoire donc, que je raconte, c'est l'histoire du voyage à Limoges du mari, donc Jules Gaudin, du mari donc, de Léontine, et il affiche, bon, il est membre du Parti radical, hein, on est en 1904, il est membre du Parti radical qui a été fondé en 1901, et à l'époque, quand on était membre du Parti radical, on était très souvent aussi franc-maçon. Avant, il avait été très engagé dans l'affaire Dreyfus, donc il est très vraisemblable que entre les deux maçons qui tenaient le fil à chaque bout de la chaîne, il y a eu aussi des maçons. Ça, je peux le dire certainement du mari de Léontine, mais pour le reste, je n'ai pas eu de traces de ce rôle de la franc-maçonnerie dans la transmission, d'autant plus que la maçonnerie était très fermée aux femmes, même s'il y a eu des loges féminines, et c'est d'ailleurs un reproche voilé que j'ai pu sentir dans le récit qu'a fait Suzanne par rapport à la façon dont les femmes semblaient écartées de certaines choses. Voilà. Très bien. Alors, j'ai des messages hein, que je vais vous lire. Alors, des remerciements. Merci pour ces émotions d'histoire, une belle formule. Merci pour ces incarnations très émouvantes sur la transmission de l'histoire vers l'histoire. Non, vers l'histoire, petit h, de l'histoire, petit h, vers l'histoire, grand H, on avait compris. Et avec cette question, la transmission peut aussi se faire sans drame. Oui, c'est vrai, certainement. Oui, bien sûr. Heureusement. Oui, alors, j'avais envie de rebondir sur cette question, enfin, qui n'en est pas exactement une, c'est en vous disant que c'est vrai, on peut évoquer les grands vecteurs des valeurs républicaines. Alors, on pense aux institutions, à l'école, au service national universel qui se met progressivement en place, mais on oublie souvent la famille, finalement. Et votre livre, justement, permet de souligner l'importance de cet échelon dans la transmission. Peut-être qu'on ne fait peut-être pas assez d'efforts dans le milieu familial. Enfin, on doit le faire, je le suppose, mais peut-être
peut-être pas assez pour transmettre alors des choses qui sont propres à la famille, mais peut-être aussi certaines grandes valeurs qui nous maintiennent ensemble encore. Alors, moi, ça me fait penser à un film qu'on a vu assez récemment, ça s'appelait Khalifa, hein, c'est ça, Ah oui. où l'on voit une famille donc d'origine maghrébine, où l'une des filles veut partir, se radicalise et veut partir en Syrie. Et on voit le père qui, justement, lui, c'est, je serais tenté de dire, rallié à l'idée républicaine, qui se bat et qui essaye de se battre contre le départ de cette fille. Et ça, c'est extrêmement important à une époque où on sait les dégâts que peut faire la radicalisation. Je pense, comme toi, que le rôle de la famille peut être absolument fondamental dans la transmission des valeurs républicaines et des valeurs démocratiques. Et Oui, malheureusement, voilà. Oui, pas tout confier à l'école. Elle fait beaucoup, mais dans les familles, l'idée républicaine doit continuer à être entretenue. Alors, j'ai une question d'Isabelle maintenant qui nous dit, alors ça va être peut-être polémique, que pensez-vous d'une grande avenue à Bordeaux qui porte le nom de Thiers? Mais ce n'est pas la seule. Hein. Ah oui, non, mais oui. Oui. Bon, Oui, alors, là, je comprends, mais je comprends un peu oui. Isabelle, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Bon, c'est vrai alors que... moi, je vais simplement essayer de faire comprendre pourquoi dans toutes les grandes villes de France et même les plus petites, il y a des avenues, des rues Thiers, et à Marseille, il y a un lycée Thiers. Et ce n'est pas le seul lycée qui porte ce nom. En fait, Thiers, bon, on retient, il avait déjà une longue carrière politique derrière lui. D'une certaine façon, c'est lui qui a confisqué la victoire des Républicains au profit de Louis-Philippe en 1830. Et on retient de lui l'image donc du chef du pouvoir exécutif qui est responsable donc du massacre de la Commune et le massacre de la Commune. Mais Thiers, en 1800, en fait, Thiers n'était pas profondément monarchiste et il s'est rallié à l'idée d'une république conservatrice. Et en 1873, Thiers va être écarté du pouvoir parce que les monarchistes qui sont majoritaires à l'Assemblée ont compris qu'il s'était rallié à l'idée d'une république conservatrice. Et c'est pour ça, finalement, que Thiers, il aura droit d'ailleurs à des grandes obsèques. Et c'est pour ça que Thiers, finalement, le chef du gouvernement qui a massacré la Commune, cette image-là a été ensuite effacée par l'image de celui qui s'est converti à la République, mais une République qui était une République conservatrice qui correspondait d'ailleurs à l'image que la République, se voulant rassurante, a voulu donner quand elle a réussi à s'installer au pouvoir à la fin des années 1870, en 77, 78, 119. La République veut rassurer. Elle veut rassurer parce que si elle a perdu l'élection du 8 février 71, c'est parce qu'elle faisait peur et parce qu'elle voulait, notamment Gambetta, elle voulait poursuivre la guerre et les gens aspiraient à la paix. Donc il faut rassurer. Et Thiers, bon, le fusilleur de la Commune, il a été, comment dire, blanchi par cette conversion de 1873 à la République. Donc voilà, je justifie pas, mais j'essaie de faire comprendre pourquoi. Oui, mais il a été aussi célébré parce que je crois il a fait tout pour payer l'indemnité énorme qu'avait exigé la libération du territoire. Oui, voilà, la libération du territoire, parce que on lui 5 milliards de marks or. Oui. 5 milliards de marques, de francs, c'était des francs, non? Oui, de francs. De francs or. Et il s'est débrouillé pour les régler rapidement
pour libérer le territoire français. Par anticipation, il a été libéré plus vite que prévu. Voilà, plus Donc vite. bon, pour toutes ces raisons, ben, on a blanchi Thiers. Oui, et alors moi, je vais juste rajouter quelque chose. Dans son dernier livre, Laure Godineau, La commune revisitée, a mis l'accent quand même sur effectivement l'oubli et l'amnésie demandée par la Troisième République au sujet de tous ces massacres qui s'est passé. Et elle accorda l'amnistie aux communards en 1880 et elle a mis en avant une réconciliation, cette République, la troisième, sous le cadre du sceau républicain. Et je pense que ça a contribué effectivement à l'effacement de la commune, de notre histoire collective. Regardez, là, on va fêter très bientôt le 150e anniversaire de l'avènement de la commune. Et je ne sais pas s'il y aura eu ou s'il y aura beaucoup de manifestations. Il y en a eu très peu pour l'avènement de la République du 4 septembre. Oui. Il se trouve que Laurent et moi, on était à Blois, à ces 3 journées d'histoire de Blois. Et, il n'y avait pour ainsi dire rien. Pour ainsi dire rien. Moi, j'ai animé un débat sur le gouvernement de défense nationale, mais c'était à peu près, alors qu'on était au 150e anniversaire, c'est à peu près la seule chose qu'il y a eu là-dessus. Et c'est vrai que Sophie a tout à fait raison, cette espèce d'amnésie a joué en faveur de Thiers, finalement. A joué aussi, pas seulement avec l'amnistie des communards, mais a joué aussi en faveur de Thiers. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à ce qui s'est passé avec l'amnistie après la Seconde Guerre mondiale, l'amnistie des collaborateurs au début des années 50. Ça a été, on a jeté finalement un voile pudique et certains se sont très bien reconvertis. Je pense en particulier à Bousquet, à Papon et d'autres. Non, mais il y a eu une volonté effectivement de la part de cette République, une volonté de réconciliation, voilà. Mais je comprends tout à fait Isabelle. Ouais. Et je me suis souvent posé la question, comme elle la pose aujourd'hui. Donc je la comprends tout à fait. Mais bon, est-ce qu'il faut déboulonner les statuts comme on l'a vu là, il faudrait des heures de débat pour… Parce que là, on déboulonne celle de Jules Ferry aussi. Oui. Ce que nous faisons là en ce moment, c'est contextualiser toujours et encore. Voilà. Oui. Et c'est là-dessus que nous allons conclure. Et je vous remercie encore vraiment profondément d'avoir animé une de nos soirées confinées. Merci encore. Merci. Et c'est nous qui te remercions, bien sûr. Remercions tous les spectateurs et toute l'équipe donc, qui est derrière et qui nous a permis donc, de faire cette communication. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.